Alors, on va avoir un temps de discussion. Hélène et Anne aussi. Donc, merci beaucoup. Bernard Durand, qui est président des Trois Marines, qui est une association, une société savante qui a militante influencé, militante et qui a beaucoup influencé, qui reste une référence pour les pratiques dans le champ médico-social et qui s'appuie sur la référence de la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est intéressant, Bernard, d'avoir tes réactions, tes commentaires, tes remarques. Ensuite, on organise cette journée avec Hélène Réglé, comme je l'ai su. Je vous laisserai aussi faire quelques remarques et questions. Et puis on poursuivra ensemble. On va sans doute manquer de temps parce qu'évidemment, il y a presque tous les points mériteraient discussion, mais c'était le but de la journée, c'est d'ouvrir ce débat qui va prendre du temps. Une question technique des orateurs par des notes, est-ce que vous avez prévu de les réunir? Alors peut-être on va sans doute pouvoir mettre en ligne l'enregistrement de la journée. Bien, bon, moi j'ai pas de notes, hein, je réagis un petit peu à chaud. J'étais intervenu il y a avec Bernard Tachot dans un colloque qui avait été organisé par la Fondation John Post sur effectivement leur établissement, et j'ai traité de la question de un peu où peut-on trouver des prémices du rétablissement dans la psychiatrie française. Et effectivement, j'avais été abordé la question de la psychothérapie institutionnelle. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce qu'effectivement l'exposé de Jean-Paul m'a fait beaucoup penser et amener des associations. Le premier point, je voudrais dire, c'est sur celui de la transmission. Je crois que c'est un des vrais problèmes de notre discipline, et quelque part un échec de cette transmission, parce que ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est à la fois le changement de culture dans la psychiatrie, qui est quand même aujourd'hui très marqué des neurosciences, du cognitivisme, d'un modèle synaptique. Enfin, c'est comme ça en tout cas que les jeunes psychiatres sont formés par des universitaires, et en même temps une force de réaction d'un certain nombre de jeunes qui n'acceptent pas ce modèle prévalent et qui sont à la recherche effectivement d'essayer de garder des valeurs de la psychothérapie institutionnelle et qui à ce moment-là le font dans un modèle effectivement qui est complètement ce que tu as dit, une réécriture du passé. Je préside une association dans l'Oise et qui a été un moment le patron de Toscaïès qui est passé dans une structure de cette association. Il s'y est complètement planté, il est parti. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les professionnels d'aujourd'hui racontent une histoire sur Toscaïès qui n'a rien à voir avec la réalité de ce qui s'est passé, et que celui qui est pourtant avait été le fondateur, qui était le frère d'un autre psychiatre de la psychothérapie institutionnelle, mais qui lui avait profondément marqué cette association d'une démarche de thérapie institutionnelle, est complètement gommée, mais avec la réécriture du passé et ce qu'on appelle dans notre parcours les souvenirs écrans ou les réécritures, c'est que le discours d'un certain nombre, parce qu'on a fait récemment une étude avec un organisme qui est venu nous aider pour la réécriture du projet que nous sommes en train de faire et essayer de retrouver les fonds culturels, enfin les fondamentaux culturels de l'association. Et un certain nombre de professionnels ont dit, mais nous on n'a pas eu de chance en plus parce qu'on n'a pas eu de vrai Toscaïès, on a eu son frère. En fait le frère c'était Horace Turubia, et c'était Alfredo Turubia qui était le directeur et le fondateur quelque part clinique, et le discours fait que le mythe de Toscaïès est absolument incroyable. Voilà. C'est simplement, il s'accroche à quelque chose qui est une histoire pour essayer de trouver des moyens de s'opposer à un certain nombre de forces aujourd'hui qui s'imposent sur le modèle culturel. Alors, ça c'est le premier remarque. Ce qui me semble important, quand on aborde le rétablissement, c'est la question des modèles. Les modèles sous-jacents de la psychiatrie. On a quand même été très marqué en psychiatrie du modèle kreplinien. Le modèle kreplinien, c'était un modèle qui fait qu'on pensait que les maladies mentales, en particulier la schizophrénie, étaient par nature des maladies qui évoluaient. Alors, c'était la démence, hein. C'était les démences vésaliques, comme on appelait ça, d'où en France le modèle de la démence précoce, bon, qui était que ça évoluait très tôt, mais de toute façon, ça allait vers des états de... Or, bon, un certain nombre de gens ont remarqué que ça ne se passait pas comme ça. Y compris Baudelaire, y compris Henriet, le pape de la psychiatrie française du XXe siècle,
qui remarquait qu'un certain nombre de patients avaient une évolution qui n'était pas du tout celle qu'on avait prévue. Et on l'a vu d'ailleurs dans certains épisodes de notre histoire où des gens ont quitté la psychiatrie, en particulier après le moment de la guerre, de l'exode, et qu'on n'a jamais revu en psychiatrie. Hein, il y en a qui sont morts dans les hôpitaux, mais il y en a d'autres qui étaient partis avant et puis qui se sont perdus dans la nature et qui ont retrouvé une place. Et effectivement, il y a des études longitudinales qui ont été faites aussi, je n'ai pas les références ici, mais tu les connais mieux que moi, qui montrent effectivement qu'un certain nombre de patients ont eu des évolutions tout à fait différentes et qui même allaient vers la guérison, en tout cas vers une adaptation sociale et en tout cas la perte du lien avec la position de patients suivis par la psychiatrie. Ça, c'est très important. La deuxième chose dans ce modèle, c'est le problème du soin. Hein, tu parlais de l'or ou du plomb. La psychiatrie reste effectivement, enfin, moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, elle a été marquée par l'idée qu'il fallait effectivement soigner tout le long de la vie du patient. J'étais, il y a pas mal d'années de ça maintenant, président des jeunes psychiatres, fondateur même du syndicat des psychiatres en formation à l'époque, et je me souviens de discussions avec le directeur des hôpitaux qui voulait absolument, dans les réunions qu'on avait, il m'avait fait un jour un rapport, mais je ne comprends pas pourquoi vous, en psychiatrie, vous ne voulez pas de soins de long séjour. Dans toutes les disciplines, il y a du court séjour et des longs séjours. Et pour nous, et pour moi à l'époque, c'était inconcevable. Je veux dire, un patient, on devait le soigner sur le modèle du soin de court séjour tout le long de sa vie. En même temps, je veux dire, la réalité de la psychiatrie de l'époque, moi j'ai vu à cette époque-là des enfants nus dans la paille. C'était dans des conditions absolument incroyables. Alors cette question du soin au long cours, elle est restée tout le temps un des fondamentaux. Alors ça a évolué, ça évolue doucement, et la grande question, effectivement, c'était celle du handicap. Le handicap, c'est un problème typiquement français, en tout cas dans la dimension d'opposition entre le sanitaire et le médico-social. Dans les autres pays, on ne parle pas de psychiatrie de secteur, on parle de psychiatrie communautaire, et il y a des professionnels du soin et des professionnels du social, ils travaillent ensemble, plus ou moins bien, et il y a une continuité, en tout cas, aujourd'hui dans notre pays, malgré le modèle que tu dis, on pense qu'on est les meilleurs, il y a beaucoup d'endroits où on a été beaucoup plus loin dans l'intégration, je dirais, des soins psychiques avec d'autres professionnels et dans la désinstitutionnalisation, alors qu'en France, on a regardé un modèle très hospitalo-centrique. Et c'est très fort, ça encore. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai été aussi, j'ai eu différentes fonctions, mais entre autres, j'ai fait partie de la mission de la santé mentale, puis j'ai été même expert visiteur de l'autorité de santé, ce qui m'a permis de pas mal me balader, ça avait été très utile dans les fonctions que j'ai occupées après sur le plan associatif. Et j'ai vu effectivement ces réflexes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, 15 ans, hein, d'arriver dans un hôpital où on voit des patients complètement abandonnés, des psychoses déficitaires, des autistes. Il n'y a même plus de psychiatre dans ce pavillon, c'est un médecin généraliste qui vient, et le psychiatre de pavillon, c'est le président de la CME qui vient 2 fois par an, qu'on ne sait pas 1 fois par an. Et on leur dit, mais écoutez, ces patients-là, ils ne relèvent plus de la psychiatrie. Enfin, c'est des gens qui devraient être dans des maisons d'accueil spécialisées, des masses, ou éventuellement des foyers d'accueil médicalisés, des femmes. Et à ce moment-là, vous avez en cœur et les syndicats de personnel soignants et les psychiatres, vous n'allez quand même pas démédicaliser la psychiatrie. Bon, voilà, ça c'est la réalité qui date d'il y a quelques années. Hein. Alors, le modèle du handicap, il a été récusé par la psychiatrie, je crois, pour de bonnes raisons. En 1975, d'abord, on n'était pas du tout préparé à tout ça, personne n'avait été au courant. Le modèle des soins prévalents était total. Et je crois, moi, que ce modèle du handicap a éveillé chez les psychiatres des réminiscences du modèle d'Esquirol, le modèle de l'idiotie, qui quelque part était le premier modèle du handicap, en tout cas dans la question des représentations. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul, le handicap, c'est pas du côté de la personne, c'est du côté des situations que crée notre société, les préjugés, l'absence d'ouverture à ces difficultés, etc. Mais ce qui était fondamental dans le modèle d'Esquirol, c'est que c'était un état fixé, définitif, pour lequel il n'y a rien à faire. Et vous retrouvez ça dans la définition des représentations du handicap, en particulier, je me souviens d'un numéro de la revue Esprit, à la fin des années 60, sur les personnes handicapées, où on définissait le handicap comme ça. Et ça, les psychiatres n'en voulaient pas. C'est-à-dire, on avait le modèle du soin aigu tout le long de la vie, alors on n'allait quand même pas accepter que des gens allaient renoncer aux soins. Alors, les choses ont évolué hein, avec la classification du handicap, qui a montré justement que le handicap, c'était un processus, et non pas un état opposé à la maladie, puis ensuite avec la classification internationale. Et je crois que la loi de 2005 est une loi qui est tout à fait fondamentale. La loi de 2005 sur
non pas sur les personnes handicapées, mais sur la citoyenneté et la participation des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est tout à fait fondamental parce qu'elle va d'ailleurs s'inscrire, cette loi, dans le même mouvement de la loi de 2002 sur le droit des personnes et des patients. Et c'est un moment de prise de parole des associations des usagers. Ça va dans le même mouvement, parce que si cette loi s'est faite, c'est qu'il y avait aussi des associations d'usagers. Et ça, effectivement, c'est une prise de parole qui devient de plus en plus autonome. C'est plus le club tenu plus ou moins par les soignants, c'est effectivement une prise de parole complètement autonome en dehors du champ des soignants. Et ça, c'est tout à fait important. Et de ce point de vue-là, moi, je rejoins un peu assez Bayon quand il dit que cette loi de 2005 sur le handicap psychique a permis effectivement une prise de parole et d'une parole aliénée, invalidée par la société, parce qu'on parlait comme un patient. On voit des gens qui se revendiquent qu'effectivement, je suis en situation de handicap psychique, et c'est effectivement, et ça on est déjà dans la logique du rétablissement là. C'est-à-dire une parole qui n'est pas du tout induite, contrôlée, analysée par les soignants. Une parole autonome. Alors, sur l'histoire du jour or et plomb, tu parlais très bien, je me souviens, c'est pour dire la difficulté, il y a quelques années, je faisais une grande intervention sur effectivement cette question-là, hein, et la question du soin et de l'accompagnement étant effectivement plus du côté aujourd'hui du médico-social, mais parce que c'est une histoire française, hein, je veux dire qu'il faut qu'on fasse avec. Hein. On ne va pas refaire la loi de 75 ou la défaire, elle s'inscrit dans l'histoire, mais les choses évoluent. Et alors je parlais du soin et de l'accompagnement, je parlais du soin cure et du soin care, prendre soin. J'expliquais toute la dialectique qu'il y avait et la complémentarité qu'il y avait entre les deux. Et une infirmière qui était dans la salle me dit, écoutez, je regrette docteur, mais moi quand je vais acheter des chaussures avec un patient schizophrène, je fais du soin. Et ce qu'elle disait là, c'est qu'elle pensait effectivement qu'il n'y avait qu'un infirmier psychiatrique capable d'accompagner un patient psychotique pour aller acheter des chaussures. Et surtout, ce qui était grave, c'est pas qu'elle le pense, parce qu'elle pensait qu'elle était du soin au sens du cure, on appelle ça. Mais surtout, c'est qu'elle invalidait complètement tout autre professionnel qu'un soignant pour faire un travail comme ça. Et c'est là qu'il y a un grand changement, et ce changement, il vient d'abord, effectivement, de la prise des usagers, la prise de parole des usagers qui montre que ça peut autrement. Alors, la loi de 2005 sur le handicap psychique, elle a aussi, ça c'est tout à fait fondamental, permis effectivement la création des groupes d'entraide mutuelle. Et les groupes d'entraide mutuelle, c'est vraiment la mise en acte, je dirais, de cette logique de rétablissement. J'étais il y a 15 jours invité par un groupe d'entraide mutuelle qui ont fait un film financé par la Fondation de France, qui est tout à fait intéressant, où on voit effectivement comment des patients ont pu évoluer, comment des gens qui étaient régulièrement réhospitalisés depuis qu'ils ont pris des responsabilités dans le groupe d'entraide mutuelle, ne sont plus réhospitalisés, ils continuent d'être suivis par un psychiatre, hein, mais ils ne sont plus réhospitalisés, ils ont une parole propre. Ils ont fait tout un développement dans ce film sur effectivement la citoyenneté et dans ce groupe d'entraide mutuelle, collectivement. C'est-à-dire c'est un collectif, non plus simplement comme on le faisait dans la psychothérapie institutionnelle avec les soignants et les autres. Là, c'est un collectif d'usagers. Ils interviennent dans des formations des professionnels, dans l'Alexis du Point et dans des colonnes diverses. Ça, c'est tout à fait important. Donc, je crois qu'effectivement, cette question de la prise de parole, de l'autonomie, est tout à fait centrale dans cette logique de rétablissement. Alors, si on s'oppose au club thérapeutique, si on l'oppose au club thérapeutique, on voit la différence. Cela dit, le club thérapeutique, c'est vrai que ça a été une préfiguration de ça. Parce que dans le club thérapeutique, qui était le charnière du mouvement thérapie institutionnel, vous aviez effectivement des patients qui étaient invités à participer, à prendre des responsabilités, à avoir des fonctions citoyennes en étant secrétaire, trésorier, je ne sais quoi, à avoir une parole propre effectivement par rapport au fonctionnement du club, à prendre des responsabilités de gestion parfois. Donc on est dans la préfiguration. Mais il y avait dans la psychothérapie institutionnelle le fait que dans le club, il y avait aussi dans le club thérapeutique des soignants et qu'on avait quelque chose qui était fondamental, et ça tu ne l'as pas d'abord évoqué, pour moi ça me semble effectivement le point nodal de la différence, c'est qu'il y avait toujours la référence au transfert. Et là, on voit le modèle psychanalytique de la psychothérapie institutionnelle, le transfert. C'est-à-dire que le patient, il est là, on le met dans une position de citoyen, mais en même temps, il y a toujours la capacité des soignants de pouvoir reprendre une parole
l'avoir avec eux, certes, ça c'est la dimension du collectif, mais une parole sans eux, où on va essayer d'analyser ce qui se passe du côté du transfert et de la compréhension qu'on peut en avoir. Effectivement, dans l'objet, il n'y a plus de transfert. Quand je dis il n'y a plus de transfert, bien sûr qu'il y a encore du transfert, bien sûr qu'il y a encore de l'inconscient, mais il n'y a pas ce qui est pas le propre du transfert, c'est-à-dire l'outil qu'on se donne pour analyser ce transfert. Parce que toutes nos relations humaines, elles sont pleines de transferts. Mais les effets de transfert et l'analyse du transfert tel qu'on veut le faire dans la psychothérapie institutionnelle, là, il me semble-t-il, un point tout à fait important de différence. Voilà, puisque j'ai pas d'autres questions, Claude, je voulais voir. Oui, en fait, le transfert, quelque part, effectivement, pose la question d'une certaine manière d'assujettissement du patient, parce qu'on parle toujours de patient. Et je vois bien les endroits les plus dynamiques aujourd'hui au niveau de la prise en charge de psychiatrique, parce qu'il y a des endroits où la psychothérapie institutionnelle est encore bien, je pense à ce qu'a fait Chemla à Reims, c'est tout à fait intéressant. Mais Chemla, il parle encore souvent de patients, et puis même sur l'association du jeu qui a été créée, on voit bien combien elle est quelque part j'allais dire, sous la protection des soignants. Hein. Bon, il y a quelque chose comme ça, même si c'est très intéressant ce qu'ils font. Alors qu'effectivement, l'exemple que je donnais tout à l'heure de Val Horizon à Vannes, on voit très bien qu'effectivement, il y a des soignants, ils en connaissent, ils les voient, il y a des échanges, mais il n'y a absolument pas cette pression, cet assujettissement au fait qu'on va analyser le transfert des patients qui sont des patients, c'est-à-dire des qui reparlent encore des formations professionnelles, des usagers qui sont là dans le club. Hein, voilà. Je crois que c'est vraiment une question centrale, ça. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire sur la question de ce que j'ai évoqué tout à l'heure de l'hospitalocentrisme. Enfin, on n'est plus tout à fait dans l'établissement, enfin, simplement pour dire à quel point cette question a quand même été essentielle. Hein. Tu parlais de la résistance de la psychiatrie au changement, c'est vrai, on l'a vu, mais les responsabilités sont partagées. Je parlais de l'Oise tout à l'heure, je vous donne un exemple, c'est que l'hôpital de Clermont-Loise, par exemple, c'est la première entreprise de transport du département de l'Oise, par le nombre de véhicules qu'ils ont, avec un garage pour les entretenir, véhicules, cars, petites voitures, 4L, enfin je ne sais plus si c'est des 4L maintenant, enfin bon bref, un parc de voitures incroyable. Parce qu'en fait, le premier transporteur du département, c'est la première entreprise de boulangerie du département. C'est la première entreprise de blanchisserie du département, une grosse blanchisserie pour un hôpital qui est énorme et puis qui sert également d'autres hôpitaux maintenant. C'est la première entreprise de cuisine du département, le premier restaurant du département. Enfin bref, je pourrais comme ça détailler. Alors, effectivement, vous comprenez que quand cette question se pose dans ces termes-là, la question du soin était tout à fait secondaire. Pour les élus du département, le conseil général, ils ont verrouillé pour mettre des directeurs qui avaient bien préservé ce bassin d'emploi. Effectivement, ça explique, pour une part, l'hospitalocentrisme. Alors peut-être ceux qui disaient qu'il fallait fermer les hôpitaux, ils avaient peut-être raison, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et ceux qui luttaient contre cet hospitalocentrisme, moi j'en ai été un exemple, je veux dire, on se faisait taper sur les doigts, hein. Bon, c'était pas facile. Et beaucoup de psychiatres, effectivement, les syndicats, celui qui disait, car mon fils, on était là, on n'avait pas envie d'aller travailler au département. Et puis à Beauvais, Nicole, qui était le directeur de Beauvais, proposait que quand il reconstruisait l'hôpital de Beauvais, qu'on puisse construire une unité pour la psychiatrie ou un petit pavillon à côté, enfin, on pourrait accueillir la patient de la région. Il n'a pas pu du tout le faire. Il a été effectivement attaqué par le poids des élus et de la psychiatrie qui a été obligé de renoncer à son projet. La seule chose qui s'est faite dans l'Ouest, pour ceux qui connaissent ce département, c'est un noyau de la volonté de la psychiatre qui s'est battu comme un dieu pour arriver à obtenir qu'on déplace l'unité. Mais de la même manière que la question du secteur en France, vous avez pratiquement, il va y avoir quelques psychiatres qui ont implanté leur passé, leur bureau central, le secrétariat central dans les quartiers. J'ai une collègue à Marseille, le Restaurès, qui l'a fait dans le quartier de Val-de-Mai, qui est un quartier difficile, mais elle est la seule, tous les autres ils ont leur PC et leur bureau. Il y en a 3 en France. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point le modèle hospitalo-centrique, alors il est de la responsabilité des psychiatres, mais je vous dis aussi, il ne faut pas l'oublier, la responsabilité des gestionnaires qui ont voulu préserver ces bassins d'emploi. Bon, bref, là, on n'est plus dans l'établissement, mais la question qui me semble essentielle, c'est la place qu'on fait au transfert, qui là me semble
importante quand on voit la différence qu'il y a entre un club thérapeutique et un groupe d'entraide mutuelle, par exemple. On donne un indicateur pour arrêter là. Oui, d'accord. Avec la discussion qui D'accord. Donc, c'était effectivement très dense. Il y a plein de choses, moi, qui me posent question dans ce qui a été dit. Et puis, peut-être des choses qui n'ont pas été clairement évoquées, comme le recovery, on parle du rétablissement aussi, sans peut-être bien distinguer deux versants du recovery, un mouvement militant qui a été abordé avec des revendications, avec une filiation de revendications anglo-saxonne en plus, donc qui s'inscrit dans certaines façons de faire qui sont revendications des droits civiques, qui s'inspirent de mouvements militants variés. Et puis, à côté de ça, des gens, des personnes qui témoignent, qui écrivent de leur rétablissement, de la façon dont ils ont traversé une expérience intime et ont changé de position, de mode d'être dans le monde. Donc, c'est sur ce point-là qu'on trouve alors ces deux versants qui interagissent entre eux, parce que peut-être évidemment en étant entraîné dans un mouvement militant qui, à mon avis, ne travaille pas la subjectivation, ou alors d'une certaine manière qui n'est pas celle de la subjectivation psychanalytique. Donc peut-être quand même ça peut motiver, induire un mouvement qui fasse que ce rétablissement, j'utilise exprès le mot français pour la deuxième exception, puisse se mettre en route. Je ne sais pas, mais enfin à mon avis il y a deux choses. Et puis les moyens qui sont mis en place, donc là c'est plutôt le mouvement recovery qui, d'après ce que j'en comprends, revendique les moyens de mettre en possibilité ce rétablissement-là chez les personnes. Comment les services de soins devraient se réorienter. Et dans ces moyens-là qui sont choisis, c'est clair, c'est pas la psychothérapie institutionnelle, de toute façon ils ne connaissent même pas, et ils n'évoquent pas du tout ça dans la littérature. Donc ça passe plus par la réhabilitation psychosociale, la remédiation cognitive, dont on peut se demander en fait aussi si c'est vraiment cohérent avec le fait que finalement c'est pas un handicap, c'est le contexte qui n'est pas adapté, puis finalement on décide quand même de réadapter la personne au contexte. Enfin, donc les visées ne sont pas du tout les mêmes, clairement, entre les moyens mis en œuvre par le recovery et la psychothérapie institutionnelle. Il y a des critères d'évaluation du recovery, enfin du rétablissement, qui viennent du mouvement recovery justement, donc des critères qui sont très normatifs en fait, qui correspondent aux idéaux de notre époque. Avoir un travail, être autonome, gérer sa santé, qui sont pas très très originaux quoi. Donc on peut se demander réellement si c'est une parole propre finalement, des gens qui se sont rétablis. Je suis pas sûr moi que ce soit vraiment une parole autonome tout ça. Ça peut aussi être, en tout cas, porté, enfin ça va bien dans le sens du vent de l'évolution de la psychiatrie aussi. Ça coûte moins cher, effectivement, de faire du recovery et dans les gens autonomes. Donc, voilà, moi je pense que plutôt que les crispations sur les théories sous-jacentes, c'est plutôt les visées qui sont crispantes, un peu, des fois. Bon, voilà, après ça, je suis évidemment pas d'accord pour dire que les pratiques de la psychothérapie institutionnelle sont obsolètes. En tout cas, pour tout ce qui est mis en place pour la lutte contre l'aliénation sociale, qui n'est pas non plus indépendante de l'aliénation psychopathologique. Toutes ces notions de collectif, c'est pas uniquement pour travailler ensemble et faire cette analyse institutionnelle de soigner l'hôpital. Elle est aussi structurée en fonction de la psychopathologie, de la psychose, en fait. Les deux sont liés, quoi. Le collectif, c'est aussi le collectif des constellations transférentielles, effectivement, absolument importante pour une reconstruction narrative, dont les militants du recovery disent que c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour déclencher un rétablissement. Donc les constellations transférentielles, c'est une invention de la psychothérapie institutionnelle qui se situe dans la psychanalyse, mais qui est absolument nécessaire et qui marche avec le collectif qui fait partie de la lutte contre l'aliénation sociale et les effets iatrogéniques donc, de l'hôpital. Donc à mon avis, c'est absolument pas obsolète concernant la psychose.
C'est simplement effectivement pas très connu dans le milieu anglo-saxon. Quoique, il y a des communautés anglo-saxonnes qui travaillent avec des approches lacaniennes. Et on en reparlera. Je vais peut-être passer... Oui, je voulais faire quelques remarques, mais elles ont déjà été faites. Il y a quand même un point important entre la psychothérapie institutionnelle, c'est quand même cette référence psychanalytique, donc cette double aliénation qui est en réalité une aliénation symbolique. Que effectivement, la psychothérapie institutionnelle sans le transfert, sans ça, sans cette conception du symbolique dont l'institution est une expression, ça me semble ne plus être de la psychothérapie institutionnelle. Du coup, à un certain moment, je me suis demandé en vous écoutant s'il pouvait y avoir de la psychothérapie institutionnelle sans psychanalyse. Et l'autre point, c'était, là je vais dans le sens d'Hélène, j'aurais aimé moi vous poser la question, pourquoi vous considérez que ces pratiques sont obsolètes, d'autant que vous dites que les principes qui seraient partagés justement par le rétablissement de la psychothérapie institutionnelle seraient les mêmes et qu'ils sont valables. Et vous en mentionnez un, le lien horizontal. Or, cette horizontalité, elle me semble être liée à une pratique spécifique. Donc du coup, est-ce que c'est toutes les pratiques de la psychothérapie institutionnelle qui seraient obsolètes, ou alors quelques-unes voilà, donc ça c'était la question. Vous voulez faire un commentaire là-dessus? Un commentaire sur tout ce qui a été dit, mais alors la salle va être... Oui, c'est-à-dire, dans ma conclusion, j'en revenais aux patients, évidemment, ça c'est pour répondre un petit peu à Bernard Durand. Je disais que devant cette crispation et ces oppositions qu'on a nous professionnels, ça marche pas? Oui, je disais que devant cette crispation qu'ont les professionnels souvent, je pense que le salut vient des usagers. Et en particulier, c'est-à-dire que moi je fréquente maintenant plus beaucoup de professionnels, mais surtout des usagers, donc je vois un petit peu la différence et je vois comment on a créé les GEM et comment c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus désaliéné de tout ce qu'on pouvait trouver dans les lieux de soins. Et la vraie parole, c'est-à-dire la critique a déjà été faite du temps de Le Guillan de la psychothérapie institutionnelle, en disant ce que vous faites dans les hôpitaux, c'est vous singer la vraie vie. Vous organisez du travail qui n'est pas du travail, vous donnez des salaires qui ne sont pas du salaire, vous faites des groupes qui ne sont pas des groupes naturels, etc. Donc les critiques, elles étaient déjà du temps de la psychothérapie institutionnelle, hein, c'est Louis Le Guillan qui faisait ces critiques-là. Et c'est vrai que quand les choses sont sorties, alors évidemment, ce ne sont plus les mêmes choses, parce que comme tu dis, c'est plus la vie sociale à l'intérieur des hôpitaux, c'était une vie sociale qui était là pour être analysée, comme tu l'as dit, hein, quand tu parlais de transfert, alors que dans le GEM, on est dans la vie sociale réelle. Hein, c'est vraiment, on est dans un autre champ. Je sais plus si j'avais un truc. L'écriture des patients, vous disiez les patients qui écrivent des livres. Alors, il se trouve que maintenant, en ce moment, je lis pratiquement plus que ça. Et je suis frappé, non parce que évidemment c'est passionnant, c'est passionnant que les gens écrivent, mais je suis frappé par deux choses. C'est que d'une part, tous les patients qui écrivent, ce sont des bipolaires, enfin, quelques exceptions près, hein, bien sûr. Et tous les patients qui écrivent, ce sont naturellement des personnes qui ont Bac+. C'est-à-dire qu'on a une certaine vision à travers les livres écrits par les patients, mais enfin, ça fait partie des critiques qu'on peut faire au processus de rétablissement. C'est d'une part la scotomisation de beaucoup d'aspects collectifs, alors que le collectif fait partie évidemment de la vie sociale. Et dans les GEM, on voit ça, comment les personnes s'individualisent en s'éteignant sur le groupe. Hein. Ça, c'est absolument évident. Alors voilà, pour l'écriture des patients, je trouve ça à la fois passionnant, et en même temps, c'est un petit peu
une vision un peu tronquée parce que, et Herman Simon le disait déjà, c'est beaucoup plus facile de se rétablir quand on a un acquis culturel, un acquis éducationnel, etc. Simon arrivait même à dire que la psychose c'était complètement secondaire par rapport au manque d'éducation dans la réinsertion des gens. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que quand on part avec des atouts, eh bien on peut ensuite utiliser ces atouts et ces capacités, puisqu'il faut s'appuyer sur ces capacités dans le processus de rétablissement. Mais quand les gens qui n'ont pas beaucoup d'atouts culturels et éducatifs, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu parlais de 75, disons, on avait encore une vision crépinienne, mais ça veut dire aussi qu'on n'avait pas vu tout ce qui s'était passé du côté, par exemple, des écoles d'asile, de Seguin ou de Itard, qui sont les premiers à dire c'est pas parce qu'on est un patient incurable, on dit chronique maintenant, mais à l'époque on disait incurable, c'est pas parce qu'on est un patient incurable qu'on ne peut pas progresser. C'est ça là, ce qui est fondamental. Et quand Bourneville a créé les écoles d'asile, c'était bien ça. Il s'occupait d'enfants idiots, qui étaient donc incurables, mais il disait, mais il peut y avoir des progressions énormes. Et c'est là-dessus que s'est basé le médico-social. Alors que ça, c'était quelque chose qu'en effet, on a eu du mal à entendre dans la psychiatrie, parce qu'il y a quand même eu des précédents, des précédents qui étaient importants. Bon, enfin, ça, c'est des détails, mais il faudrait peut-être que la salle... Sinon, parle fort. Merci déjà pour cet exposé. Et, je crois que ça engage, ça ouvre en tout cas un nombre assez considérable de portes. Moi, je voulais juste revenir un peu sur cette question de la militance que tu as un peu reprise, Hélène. Moi, c'est vrai que j'étais très frappée en m'intéressant un peu à ce mouvement, de découvrir justement un mouvement que je trouvais extrêmement militant. Alors, avec l'ambiguïté que je trouve que c'est très difficile de comprendre les mouvements politiques quand ils viennent au niveau des États-Unis, mais j'ai trouvé qu'il y avait finalement beaucoup de similitudes avec les débuts du secteur. C'est-à-dire qu'une idée qui démarre comme ça, de quelques foyers, qui prend de l'ampleur, qui devient un projet politique à un moment avec un vote de loi, et puis avec une désillusion qui s'ensuit, et avec le constat finalement d'une inadéquation entre le projet initial et les moyens et la mise en œuvre. Et j'étais très frappée, en tout cas très récemment, de lire des articles scientifiques, mais qui revenaient sur la déception liée au rétablissement et le fait, la déception de sa mise en œuvre en tout cas, et comment est-ce qu'il fallait aller plus loin et comment proposer de nouvelles approches. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté révolutionnaire dans ce mouvement. Enfin, il y a quand même des articles qui, dans les revues scientifiques, s'attaquent ouvertement à l'industrie pharmaceutique, sur des choses qui sont quand même massives. Et aussi dans la structuration de la recherche, évidemment, ça s'inscrit dans le contexte de l'evidence-based medicine, mais ça ne remet pas en cause les notions d'évaluation. Mais en même temps, ça réintroduit massivement les recherches qualitatives, avec une part très importante au récit, comme tu le disais. Donc, moi, je me demande si c'est pas une révolution de façon soft power, comme on entend beaucoup parler. Et voilà, ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter au niveau de la civilisation américaine, tout simplement, voir ce que ça veut dire. Et sur l'implantation en France, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de structuration du mouvement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a vraiment le sentiment qu'il n'est pas porté, enfin, dans la recherche, en tout cas, elle n'est pas conduite par les psychiatres. Les psychiatres sont assez marginalisés, c'est les psychologues, les travailleurs sociaux qui sont au premier plan, avec par contre une biologisation en force de la psychiatrie, avec toujours un retour notamment des hypothèses génétiques, des hypothèses biologiques, avec l'idée qui revient de retrouver des critères biologiques dans le diagnostic de maladies mentales. Et j'ai l'impression qu'en France, du coup, on est complètement pris en étau entre ces deux aspects. Et avec l'idée en arrière-plan de se dire que est-ce que la psychiatrie française ne risque pas d'être perdante sur tous les tableaux, quoi. C'est-à-dire que
finalement a refusé un petit peu de regarder ce qui se fait dans ce domaine-là, avec tous les défauts qu'il peut avoir, mais qui est quand même, à mon sens, le moins, on va dire, l'héritier le moins contestable d'une certaine psychiatrie humaniste, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver justement contraint de ne plus prescrire que des génogrammes et d'adapter des molécules? Voilà, c'est une question un peu apocalyptique. Simplement, pour moi, l'idée de l'annonce de la mort de la psychiatrie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis pas complètement... Mais je suis pas contre ça. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, personnellement, je pense que la folie du monde, il y aura toujours une folie dans le monde, ou plusieurs. Mais à mon avis, ce mouvement-là montre que ce ne sera plus la maladie mentale. Et tant mieux pour la maladie mentale. Mais il y a d'autres folies. Une question. Bon, je fais partie des gens qui pensent que la psychothérapie institutionnelle, ses pratiques ne sont pas obsolètes. Les lieux où elle s'est exercée sont obsolètes, à tel point même qu'ils ont disparu pratiquement tous. C'est un travail de transposition qui n'a pas été fait. Alors, pourquoi est-ce que... Donc si on dit qu'elle est obsolète, elle n'a pas à être transmise. Si on ne la transmet pas, qu'est-ce qu'on perd? On perd que le soutien, non pas des patients, mais des gens qui ont affaire aux patients. Si on dit que les patients vont développer des relations sociales dans le quartier, c'est super, et c'est ce que dit le cardinal, ils vont se développer dans le quartier, et voilà, ça va se rétablir. Mais les gens qui ont affaire à eux... En 3 exemples. Et plus de batterie. En 3 exemples. Un seul enfant dans une classe arrive à faire disjoncter totalement la classe et désespérer la maîtresse. Pourquoi? Parce que la maîtresse, elle n'a aucun outil collectif pour absorber cet enfant dans le collectif, comme vous le savez. Une maîtresse de maison dans une maison collective, avec pas de formation, rien du tout, 15 patients, 15 résidents dans la ville qui habitent là. C'est absolument désespérant pour une dame qui aimerait que ces gens-là progressent, changent. C'est très très lent. Et la dernière chose, c'est les ateliers protégés. C'était très très ancien, mais qu'est-ce qu'il en disait Fernand Deligny, sur les ateliers protégés? Qu'est-ce que ça veut dire protéger un atelier? Moi, je pensais bêtement que c'était un atelier qu'on protégeait à cause des gens fragiles qu'on mettait dedans, mais pas du tout. Il dit c'est contre les gens qui viennent à l'atelier qu'il faut protéger l'existence de l'atelier, parce que sinon, sans un travail de collectif, la structure de l'atelier, elle disparaît, elle est attaquée par les gens malades. Voilà, donc c'est ça. Et les gens qui c'est qui bénéficie? Qui c'est? Laisse tomber le micro, là. Sur quoi reposait, je crois, la présence de la psychanalyse dans une institution qui pratiquait la psychothérapie institutionnelle? Je pense sur 2 choses. Il y avait l'hypothèse de comment s'est structuré le sujet, et ça concernait aussi bien les soignants que les soignés, puisqu'il y a une structure chez toute personne qui parle. Et deuxièmement, c'était le soutien que la cure de psychanalyse donnait aux moniteurs et aux gens qui travaillaient. Beaucoup plus que... de mettre les patients psychotiques sur un divan qui a pas beaucoup de sens. Oui, donc j'avais essayé de séparer ce qui était des principes et ce qui était des pratiques. Parce que la psychothérapie institutionnelle, c'est quand même quelque chose qui était intra-hospitalier, qui s'est défini dans l'intra-hospitalier, dans une structure collective très importante. Et donc les pratiques
autour de l'association, autour de tout ça, les pratiques ont évolué. C'est-à-dire que l'hospitalisation n'a plus les conditions et les demandes pour cette pratique. Par contre, ce que justement, la dernière partie que je n'ai pas faite, c'était une partie sur les insuffisances qui me semblaient du côté du rétablissement, et les insuffisances, je les articulais autour de l'absence de collectif et d'étayage collectif, etc. Et c'est pour ça que les principes, je pense, sont toujours bons. Hein. Je suis tout à fait d'accord pour défendre tous les principes de la psychothérapie institutionnelle, mais avec des pratiques qu'il faut alors absolument adapter dans le processus de rétablissement qui pour moi est un processus qui est un peu trop personnel. Alors c'est bien beau de dire c'est la personne qui est maître de son destin, et bon, j'avais fait tout un truc sur le devenir soi, hein. Le devenir soi qui est le truc à la mode, mais alors il y a Attali qui a écrit un bouquin qui s'appelle Devenir soi. Alors je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté dans une grande surface, et j'ai vu qu'il y avait un chapitre qui s'appelait « Surtout ne rien attendre des autres ». Alors je crois qu'il va falloir que je lise ce bouquin parce que mais c'est quand même très compliqué. Ouais, c'est-à-dire que ce devenir soi, c'est aussi porteur de beaucoup de dangers, et je vous renvoie aux analyses de Ehrenberg, hein, qui dit la pathologie mentale, elle est plus articulée autour des conflits entre l'interdit et le permis, elle est maintenant articulée autour du possible et de l'impossible. C'est-à-dire que les injonctions sociales visent à nous dire, et ça correspond aux patients que je voyais au CMP, les injonctions sociales nous disent tout est possible, vous pouvez tout, vous n'avez qu'à être beau, gentil, intelligent, bonne santé, etc. Et puis les personnes se confrontent à leurs propres limitations ou aux limitations sociales qui font que non, on ne peut pas être toujours et tout le temps beau, gentil, intéressant, souriant, etc. Et c'est là pour lui un élément qui est très pathogène dans notre société néolibérale, hein, où vraiment tout le monde peut tout faire, il faut que se mettre en... Alors pour moi, c'était une des faiblesses que je vois, alors je ne connais pas très bien, mais dans ce mouvement de réhabilitation. Alors quand on a tous les outils, bien sûr, on peut sans doute y arriver, mais d'une part, on n'a pas forcément tous les outils, et puis l'étayage du collectif est absolument fondamental. Enfin, je disais, un chimpanzé n'est pas un chimpanzé, donc un homme n'est pas un homme. Vous savez, cette expression, un chimpanzé n'est pas un chimpanzé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un chimpanzé tout seul. Ça n'existe pas, puisque le chimpanzé, il vit dans un clan. Et ben, nous, c'est pareil, on ne peut pas nous définir tout seul, puisqu'on vit dans un environnement. Et notre sens humain prend absolument sens et vie dans un environnement, ce que Simone Veil appelle l'enracinement. Sans enracinement, il n'y a pas d'individualité. Donc, si vous voulez, je crois qu'on n'est pas très... alors évidemment, je suis bien conscient que ça serait vécu comme une provocation de dire que les pratiques de la PTI sont obsolètes, mais parce que, pour moi, je réfère ça à l'hôpital d'une certaine époque. Oui, deux choses. Je crois que le rétablissement, c'est d'abord un mouvement des usagers. Enfin, l'origine forte, c'est quand même les survivors, c'est pas les psychiatres. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors après que la psychiatrie prenne conscience de cette nouvelle donne et ajuste ses pratiques, effectivement, c'est-à-dire par exemple, et là on donnait tout à l'heure l'exemple de Sivanon versus Toscaïès, là on faisait semblant de faire du travail effectivement pour améliorer l'état psychique du patient. Dans l'autre, on envisageait quand même assez vite avec les CTRS de l'époque, les centres de traitement de réadaptation sociale, et puis tout ce qu'avait mis en place Sivanon à ce moment-là, l'idée quand même que très vite il fallait quand même réinsérer le patient. On n'attendait pas qu'il soit guéri ou qu'il aille beaucoup mieux pour le faire. Donc là, et aujourd'hui, effectivement, je pense à des pratiques de réhabilitation psychosociale. Alors, toute la question, c'est une des débats que j'avais avec Clément Bonnet, qui a des amis communs, où Clément Bonnet défend encore l'identité d'un modèle qui est les soins de réadaptation. Je crois que c'est un terme qui est un peu obsolète aujourd'hui, et que la réhabilitation psychosociale, elle a gagné, bon comme bon, mais que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire après les soins, qu'il faut d'emblée, effectivement, en faire une modalité d'accompagnement des patients qui sont, avec les soins, je pense à ce que fait Nicolas Franck à Lyon, c'est-à-dire d'emblée, au moment où le patient arrive, effectivement, où il décompense sa psychose, on met aussi en œuvre ça
pas comme l'alpha et l'oméga de sa prise en charge, comme certains préconisent. Hein. C'est un des éléments de la prise en charge, avec toute la dimension institutionnelle, pour rester, quand il est hospitalisé, la dimension psychothérapique, la chimiothérapie, etc. Mais après la réhabilitation psychosociale, elle continue dans un autre champ qui sera plus celui de la psychiatrie. Bon voilà. Donc ça, je pense que mais moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est combien, tout d'un coup, ce terme, j'étais il y a quelques 8 jours ou 15 jours, je ne sais plus, un colloque, où j'ai vu un psychanalyste qui a été, enfin, comme beaucoup d'entre nous, contre le handicap, etc., tout d'un coup dire aujourd'hui, il faut changer. Alors c'est très bien, parce que je suis d'accord avec lui, il faut changer nos références, nos paradigmes, mais maintenant, s'il faut le rétablissement, c'est quelque chose d'important. Alors, le risque, c'est quand même qu'on récupère un outil comme ça en oubliant son origine, qui est quand même celui du côté des patients. La deuxième chose que je voulais dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Paul quand il parle du côté obsolète de la psychothérapie institutionnelle, dans certaines pratiques. C'est-à-dire quand c'est un modèle qui est encore là, l'alpha et l'oméga, c'est terminé. Mais par contre, la question qui était un des éléments centraux de la psychothérapie institutionnelle, qui était traiter l'ambiance, je vais autant vous dire, dans les hôpitaux, il faut qu'on puisse rétablir ça. Et rétablir cette dimension de l'ambiance, parce qu'aujourd'hui, l'ambiance, il y en a plus. Il y a des patients, il y a des soignants qui sont là continuellement à tracer ce qu'ils sont en train de faire, à appliquer des protocoles, à mettre des choses sur l'ordinateur. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le médicament qu'on donne aux patients, dans l'échange qu'on peut donner, c'est qu'on fasse bien attention que l'ordinateur, on le pointe d'emblée, qu'il a bien été tracé. Bon, ça devient fou. Il n'y a plus d'échange entre les patients. Et la dimension collective, elle n'existe plus. Enfin, il y a encore des endroits où ça existe, merci. Mais enfin, il y a beaucoup d'endroits où ça n'existe plus. Et ça, c'est effectivement important, traiter l'ambiance. L'ambiance qui soit une ambiance qui va permettre effectivement au patient, lui, de pouvoir avoir sa propre parole et pouvoir construire son projet avec d'autres. Et non pas simplement être complètement mécanisé, hein, comme sont les soignants qui sont aujourd'hui mécanisés à faire des actes et non plus à rentrer dans des relations de soins. On va peut-être faire d'autres pauses, mais je trouve que c'est un bon exemple. Les thèmes qui viennent d'être évoqués, par exemple l'ambiance, qui a été thématisée dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, qui s'appuie, là il y a des étayages théoriques dans la phénoménologie, repris par Théville-Bach ou Maldinès, sur que l'ambiance, c'est ce qui se joue au niveau du vécu, de ce qu'il appelle le pathique, et que là il se joue des choses dans l'infraverbal totalement fondamentales, et que ce genre d'opérateurs essentiels, il y ait lieu de ne pas les perdre de vue dans leur efficacité, dans leur théorisation, et peut-être de les introduire dans les pratiques actuelles, d'y être attentif. C'est bien ce genre justement de transmission, d'héritage qu'il faudrait ne pas perdre entre ces différentes traditions en développant le dialogue. En tout cas, je suis ravi qu'on ait commencé à entamer ce dialogue. Et donc, on propose une petite pause. On a mis un peu